Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Philippe Besson. Bonsoir. Je suis ravi de vous avoir, je suis toujours ravi de vous avoir. Je comprends. Je suis ravi d'être avec vous aussi. Non, mais c'est un plaisir de vous recevoir, c'est un plaisir de vous lire aussi. Souvent en janvier d'ailleurs, hein, vous êtes un peu comme un métronome comme ça. Vous sortez un livre en janvier. Oui, oui, j'ai une régularité, c'est mon rythme d'écriture. Voilà. C'est bien parce que nous c'est l'hiver et en plus ici ça parle d'Italie donc ça nous réchauffe un peu. Il y a une phrase d'ailleurs que j'adore qui est dans le roman. Vous écrivez les romans ne sont pas la vraie vie, c'est pour ça qu'on les lit. Oui. J'aime bien ça. Bah oui, parce que les romans ils nous apportent une diversion, c'est-à-dire que notre quotidien il est parfois un peu sombre, l'actualité ne nous porte pas à l'optimisme, c'est moins qu'on puisse dire. Cet hiver est interminable et la nuit arrive vite et moi j'avais envie évidemment d'un roman solaire, lumineux, vibrant, sensuel, etc. qui soit en dehors justement de cette chape de plomb. Eh ben ça marche, avec des parts d'ombre quand même. On va en parler sans trop les dévoiler d'ailleurs. C'est ça la subtilité, faut pas tout dire. 3 petites questions avant. Genre questionnaire de pouce, vous répondez un peu du tac au tac. Si vous étiez, Philippe, un roman, vous seriez quoi? L'amant de Marguerite Duras. Ah oui. Oui. C'est un livre que j'ai découvert à 17 ans. Je suis tombé dedans et j'ai eu le sentiment que cette femme avait une écriture hors du commun, que le sens parfois arrivait après le son. J'entendais quelque chose. Ouais. Et puis, vous savez, au début du livre, elle est une vieille femme dans le hall d'un immeuble. Elle dit qu'elle a un visage strié de rides. Et puis, en une incise, elle saute une ligne et elle dit que je vous dise encore, j'ai 15 ans et demi, c'est le passage d'un bac sur le Mékong. La traversée dure longtemps. Et je suis avec la jeune fille en Indochine et je me dis, quel talent. En une phrase comme ça, nous emmener sur ce bateau et après c'est un roman débordant de sensualité puis c'est un roman politique aussi. On en a des frissons là de la phrase que vous avez. C'est vrai. C'est votre père en plus qui vous a parlé de Duras la première fois, non? Absolument, c'est lui qui m'a parlé d'elle. Je suis bien renseigné. C'est bien, je vois ça. Oui. Je suis journaliste. Si vous étiez un mot de la langue française, ce serait quoi? Élégance. Ah oui, bon, ça vous va bien, je trouve. Bon, merci. Voilà, un petit compliment en passant. Et si vous étiez un personnage de fiction? Peut-être Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir. Ah oui. Oui. D'accord. D'abord parce que ça me plairait bien d'être un personnage féminin. Ensuite parce que je trouve qu'elle est, j'aime son affolement, sa passion, et puis la fin du livre. Je te conseille à tout le monde de lire le livre. Mais évidemment, la toute dernière phrase du livre me brise le cœur à chaque fois. Vous la connaissez par cœur? Oui, non, je crois. Oui. Elle mourut en embrassant ses enfants. Mon Dieu, ouais. C'est beau, c'est triste aussi. En tout cas, vous êtes peut-être le personnage de votre roman. On va en parler. Vous êtes l'invité, Philippe de LCR, ce soir. L'usurpateur. See without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Voilà, c'est beau hein, ça. Extrait de Call Me By Your Name, appelle-moi par mon nom. Vous l'avez vu, j'imagine, non? Je l'ai vu, je l'ai lu, oui. Pour moi, c'est une référence. Et c'est pour le coup une référence que j'avais en écrivant le livre, parce que je voulais retrouver ça, justement, la lumière qu'il y a dans ce film-là et dans le livre. On est un peu plus au nord, là, je crois, c'est du côté de Ravenne, mais bon. Mais enfin, c'est pas très loin. Et je voulais retrouver cette lumière, cette vibration, cette sensualité, cette sensorialité, la chambre, les fenêtres ouvertes, comme ça, puis après fermées, les corps qui se trouvent, le basculement inattendu. Il y a dans ce livre-là, dans ce film-là, tout ce que j'aime. Et la musique de Sufjan Stevens qui accompagne et qui est d'une élégance folle très, très belle. Et d'un romantisme déchirant.
C'est vrai. Et je me disais en lisant votre livre, l'Italie aussi, ses pierres, ses sculptures, sa façon de vivre, la chaleur, la moiteur même, ça participe de tout ça, de cette sensualité. Ah, mais moi, je voulais que ça soit un personnage du livre. Je voulais que voilà, on sente cette Toscane vibrante, sensuelle. Je voulais qu'on voit les allées bordées de cyprès, les champs d'oliviers. Je voulais qu'on voit les villages perchés au-dessus des collines, la pierre blonde. Je voulais qu'on voit, quand on est à Florence, la pierre des églises, les cathédrales, les gargouilles, les toiles de maître. Je voulais qu'on sente tout ça. Mais même, je voulais qu'on sente la bouffe quand Sandro prépare le dîner, la pasta. Il fallait qu'il y ait cette sensualité-là. Et puis cette lumière, parce que pour moi, c'est une histoire baignée de lumière aussi. Ouais, complètement. Même le malaise un peu de la mer à un moment donné sur la place de Sienne, parce qu'elle est. Et c'est vrai qu'elle est inclinée. Elle est inclinée. Cette place, et puis même les rues de Sienne peuvent faire un peu comme une prison, parce que les murs sont très élevés. Et je voulais qu'elle tangue un peu, parce que moi j'ai tangué aussi à Sienne. Beau lapsus. Oui, c'est vrai, parce qu'on peut. C'est une valse. Ouais, enfin, bon, bref. Mais j'ai tangué à Sienne, et c'est vrai que il y a quelque chose qui peut vous donner le vertige. En tout cas, c'est un livre aussi donc sur la sensualité, sur les mois, etc. On va en parler, mais aussi sur les secrets de famille. Oui. Parce qu'ici, c'est un secret intime de famille qui va faire basculer tout l'équilibre de cette petite famille. Oui. Hein, on est en 1964, c'est un petit peu le point d'orgue. Tout se joue en 1964. On suit Paul, qui est un professeur d'italien, qui emmène sa femme et ses 2 filles en Italie. C'est ça, ils vivent à Nice et il a décidé de ce périple en Toscane. Et donc, ils prennent la 404 et ils débarquent dans un petit village qui s'appelle San Donato, qui est grosso modo à équidistance de Florence et de Sienne. Qui est moins couru que San Gimignano. Oui, beaucoup moins. Oui. C'est pourtant tout à côté, c'est à 8 km de San Gimignano. Mais en tout cas, oui, il y a un périple qui est prévu, il va leur faire visiter des églises. Et puis à un moment, il est victime d'une installation qui l'oblige à garder la chambre pendant 3 jours. Donc sa femme et ses filles partent continuer à faire les visites, pendant que lui reste là dans la chambre de la pensione où ils ont trouvé refuge. Chez Sofia. Et chez Sofia, qui est un personnage comme ça, avec une forte personnalité, avec du caractère. Qui ressemble à Sophia Loren, dit-elle, mais bon, on avait elle croit qu'elle ressemble à Sophia Loren et les gens qui la regardent disent non, pas vraiment. Et puis, voilà, il va se passer quelque chose dans cette pensione, un événement, un incident, une rencontre qui fait que tout d'un coup, la donne va changer, tout va basculer et que cette famille va être mise en grand danger. Ouais, c'est une sorte de dilemme qui va se poser pour Paul, un tabou, on va essayer de pas trop le dévoiler, un tabou que le narrateur va tenter de soulever quand même, parce que ça part de ça, ça part d'une enquête en fait. Le narrateur, qui vous, pas vous, on ne sait pas trop. Hein, il me ressemble un peu, mais il n'est pas que moi en tout cas. Voilà. Il pourrait être vous quand même, non? Il pourrait être moi parce qu'en tout cas, j'ai son entêtement, j'ai sa volonté de connaître la vérité, j'ai sa volonté d'aller à la recherche de mes origines ou des origines, j'ai la volonté de comprendre justement le basculement de ces hommes qui tout d'un coup se trouvent face à eux-mêmes. Et c'est vrai que ça m'intéresse. Et c'est vrai qu'aussi je voulais qu'il y ait comme une enquête, parce que cet écrivain, il est obstiné, donc il tire les fils petit à petit, il va sur place, il cherche des témoins, il essaie de comprendre ce qui s'est passé dans cet été 64. Et voilà, donc oui. Il remplit des creux aussi, parce qu'il y a des moments où on ne sait pas trop ce qui s'est passé pendant quelques mois ou quelques années, et alors il les remplit. Et donc là, on se demande, c'est un récit, c'est un roman, c'est l'un et l'autre, mais c'est aussi une façon de prendre à témoin le lecteur. J'aime beaucoup ça, je fais souvent ça dans mes livres. C'est une façon de dire, je fais un contrat avec vous, lecteur, et le contrat, c'est quoi? Là, c'est sûrement la vérité. Là, je suis obligé de vous dire que j'invente parce que j'en sais rien. Là, je remplis des blancs. Là, je transforme un peu. Et donc, du coup, vous êtes partie prenante dans la lecture. Vous n'êtes pas quelqu'un juste à qui on donne un livre. Et donc, vous menez aussi l'enquête avec le narrateur. Ouais, donc c'est une histoire aussi qui parle de la manière de raconter une histoire, je trouve. Oui, absolument, parce qu'il y a plusieurs, en plus, façons de la regarder, cette histoire-là. Pouvez-vous dire, c'est l'histoire de quelqu'un qui fait des choix sacrificiels, quelqu'un qui est confronté à un dilemme moral. C'est quelqu'un aussi qui est confronté à la question des regrets et des remords. C'est-à-dire, soit j'y vais et j'aurai peut-être des remords, soit je n'y vais pas, mais j'aurai peut-être des regrets. Et puis surtout, c'est un livre autour du prix à payer pour être soi. Et donc, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à payer comme prix pour être enfin nous-mêmes. Comment on décrit, Philippe Besson, les émotions, les troubles? Parce que voilà, c'est des choses qu'on ressent, mais quand il faut les mettre sur papier, comment ça se passe? Moi, c'est mon obsession. Et c'est ce qui m'importe le plus dans les livres. Moi, je suis un écrivain du sensible, du sentiment. Et donc, tout ce qui m'importe, c'est d'arriver à comprendre les émois, les peurs, les inquiétudes, les désirs, le plaisir qui surgit, la maladresse, les balbutiements. Et donc, tout ça, ça passe souvent par des non-dits, des silences, des hésitations, des regards, des affolements de paupières, un bras qui bouge, une main qui
qui se déplient, de silhouettes dans le lointain, et ça suffit parfois pour faire comprendre. Ça sert à rien de faire des grandes déclamations, des grandes déclarations. Il faut toujours que ça passe par les détails. Et tout d'un coup, dans l'histoire qui se noue, par exemple, on pourrait dire que le regard de Paul dure 3 secondes de trop. Peut-être que si Paul avait baissé les yeux 3 secondes avant, rien de cette histoire n'existe. Sauf qu'il laisse le regard et en face, tout d'un coup, quelqu'un comprend que c'est possible. Et toute l'histoire existe. Et c'est toujours comme ça que ça m'intéresse de raconter des histoires. C'est de la même manière quand Paul rencontre Gabi au début à la Poste, c'est juste parce qu'il décide Gabi, de prendre sa femme. Ouais. Il décide de prendre cette file d'attente-là et pas celle d'à côté. C'était important de remonter sur l'enfance de Paul aussi. Ça, c'est l'enquêteur, alors le romancier enquêteur. Ouais. Parce qu'un homme, c'est sa généalogie. Un homme, c'est son histoire dans son entièreté. C'est pas un moment, même si l'histoire de Paul bascule dans cet été 64, mais il faut savoir d'où il vient lui-même, quelle lutte il a menée, quel combat il a dû porter, et quelle a été sa propre enfance et son adolescence. Donc je voulais raconter la totalité de sa vie, parce que ça dit la totalité d'un homme. Ouais. Vous avez pu la raconter, le narrateur en tout cas a pu la raconter, à partir du moment où la grand-mère était décédée, parce qu'il y a ce fameux secret de famille. Oui. Il faut dire qu'on est aussi dans des années où c'est le genre de secret qu'on ne peut absolument pas dévoiler. Hein. Oui, bien sûr. Mais d'abord, beaucoup de familles ont un secret. Donc, il y a des gens qui sont dans les albums de famille, et puis tout d'un coup, vous les voyez disparaître de l'album. Vous dites, c'est étrange, les photos ne sont plus là où elles ont été découpées. Bon. Puis il y a des choses qui se sont produites dans les enfances, adolescences, dont on ne parle jamais, dont on parle longtemps après. Des drames, etc., qui se sont noués et qui ne sont dévoilés que longtemps après. Et on vit avec une ombre portée, avec une espèce d'obscurité, vous le disiez, avec des zones d'ombre. Oui, hein. Et donc, il faut essayer de les éclairer, d'essayer de comprendre d'où on vient. Mais en même temps, Gabi, elle dit, et c'est aussi ça, elle dit à ses filles, nous n'en parlerons jamais. Ouais. Et c'est comme une sentence qui tombe, comme une guillotine. Ouais, enfin, bon, Gabi, elle a ses secrets aussi. Hein. On découvre en lisant. Oui, tout le monde. Hein. Oui, c'est vrai. Et la maman aussi, Suzanne. Hein, oui, absolument. Si je me rappelle bien. C'est très, très beau. Ça s'appelle Une pension en Italie. On y est complètement. On a chaud, on transpire, on est avec Paul. Enfin, il y a un côté page turner comme ça. Oui, je l'ai voulu comme tel. En tout cas, je voulais qu'on ça fonctionne. Hein. Absolument. Je crois que c'est le fait que c'est une enquête aussi. On veut comprendre. Je signale aussi que vous avez un autre livre qui sort en poche. On peut peut-être voir la couverture. C'est vous parlez de mon fils. C'est le livre que j'ai publié l'année dernière, qui vient de sortir effectivement en poche et qui est consacré au harcèlement à l'école, parce que c'est l'histoire d'un père qui raconte les violences subies par son fils. Voilà. Et puis, un coup de cœur, c'est une tradition dans ces émissions. Oui. C'est un film. Oui. Eleonora Duse, voilà, c'est ça, on voit l'affiche. Avec Valeria Bruni Tedeschi. La Duse, c'était une actrice de théâtre qui est l'équivalente de Sarah Bernard en Italie. Ouais. Grosso modo, c'est la Sarah Bernard italienne qui s'est éteinte dans les années 20, et qui était un personnage hors du commun. Et Valeria Bruni Tedeschi est habitée. Elle l'habite, elle rend en même temps toute merveilleuse ces zones d'ombre. C'est quelqu'un qui avait connu Gabriele D'Annunzio, qui avait connu Mussolini sur la fin, et donc on voit aussi cette Italie des années 20, un peu incertaine, un peu grise, et elle essaie de survivre dans ce monde-là, et c'est un personnage magnifique. Vous êtes un fou d'Italie, j'ai l'impression, non? Oui, tout ce qui touche à l'Italie me plaît beaucoup. J'y serai d'ailleurs là, la semaine prochaine, vous voyez, à nouveau, je serai entre Florence et San Donato, sur les traces du passé. Arrêtez, on va être jaloux. En tout cas, nous on va se contenter, on va se plonger dans une pension en Italie. C'est magnifique, c'est une des belles surprises de la rentrée. Janvier, c'est un peu votre tradition, hein. Oui. C'est le 25e livre, je crois. 25e livre, c'est pas toujours en janvier, mais enfin c'est souvent en janvier. Oui. Allez, et c'est chez Julia. Merci beaucoup Philippe d'être passé chez nous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.